Pendant que j'étais hors de la ville pour quelques jours, ma femme a invité son ex à un dîner de famille derrière mon dos. Tout semblait bien se passer, puis sa mère a dit quelque chose qui l'a rendue folle. Elle m'a appelé juste après, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le sac de frappe oscillait sous mes poings comme une conscience coupable. La sueur coulait sur le sol en béton fissuré du club de boxe, le poing d'acier, se mélangeant aux larmes et aux rêves brisés. Je martelais le cuir depuis 2 heures d'affilée, essayant de chasser le soupçon de ma tête. Ça ne marchait pas. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et appuyez sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Tu vas démolir ce sac ou l'épouser, a crié Louis de derrière le comptoir, sa voix rocailleuse tranchant l'air humide. À 72 ans, il avait vu assez de combats pour savoir quand un homme se battait contre plus que de la toile et du sable. J'ai débandé mes mains, les bandages tachés de rouge par des callosités rouvertes. Ni l'un ni l'autre, je réfléchis, c'est tout. C'est une habitude dangereuse pour un gars comme toi, Daniel. Louis avait raison. La réflexion n'avait jamais été mon point fort. J'étais meilleur avec mes mains, à réparer des moteurs, à construire des choses, à résoudre des problèmes à la manière d'un col bleu. Mais dernièrement, mon esprit ne se taisait plus. Il rejouait sans cesse de petits moments, de minuscules incohérences qui s'additionnaient pour former quelque chose que je ne voulais pas affronter. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma fille de 16 ans, Manon, maman prépare le dîner. Elle dit que tu es probablement trop occupé pour rentrer de toute façon. Trop occupé, bien sûr. Je travaillais tard à mon garage depuis des semaines. En partie parce que les affaires marchaient bien, mais surtout parce que la maison donnait l'impression d'entrer dans un réfrigérateur. Ma femme, Eva, était devenue froide comme un matin de janvier et 2 fois plus amère. J'ai traversé les rues sinueuses de notre quartier, passant devant des maisons qui ressemblaient à la mienne mais qui semblaient plus chaleureuses. Le rêve français, le pavillon de banlieue et les mensualités de prêt immobilier. J'avais bâti ma part de ce rêve de mes propres mains, transformant un garage en faillite en l'atelier de réparation automobile le plus réputé de la ville. 15 ans de mariage, une fille brillante, et une femme qui me regardait comme si j'avais décroché la lune pour elle. Maintenant, elle me regardait comme si je l'avais volée. La maison était sombre, à l'exception de la fenêtre de la cuisine. Je pouvais voir des ombres bouger à l'intérieur plus que juste Eva et Manon. Mon estomac s'est noué en reconnaissant la silhouette appuyée contre mon comptoir. Des épaules larges, une posture arrogante, cette même allure prétentieuse qu'il avait au lycée, Étienne Moreau. Je suis resté assis dans mon camion pendant 5 minutes, regardant ma femme rire à quelque chose que son ex-petite amie disait, regardant ma fille sourire plus largement qu'elle ne l'avait fait pour moi depuis des mois. Regardant la vie que j'avais construite se faire redécorer par un homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour honnêtement de sa vie. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse décider d'entrer ou de partir. Papa. Manon a dévalé les marches, tout enjambée en enthousiasme. À 16 ans, elle devenait belle de cette manière dangereuse qui me donnait envie de l'enfermer dans une tour. Tu rentres tôt. Les affaires étaient calmes. Le mensonge avait un goût amer. Les affaires avaient été excellentes. Je ne pouvais simplement pas supporter une autre nuit seule avec mes outils et mes soupçons. Maman a invité Étienne à dîner. Tu te souviens de lui? Il sortait avec maman au lycée. Il a une incroyable concession automobile maintenant, et il aide maman avec des affaires juridiques pour son entreprise. Des affaires juridiques. Ma femme était assistante juridique au cabinet Bernard et Associés, le plus grand cabinet d'avocats de notre petite ville de la banlieue lyonnaise. Elle travaillait tard souvent ces derniers temps, prenant des projets spéciaux qui nécessitaient des réunions en soirée. Quelle attention de sa part, ai-je dit en suivant Manon à l'intérieur. La cuisine sentait le fameux bœuf bourguignon d'Eva, celui qu'elle me préparait pour mon anniversaire. Maintenant, elle le servait à son amour de lycée pendant que je travaillais tard pour payer les factures et le prêt immobilier. Daniel. Étienne s'est levé de ma chaise, à ma table, tendant une main comme si nous étions de vieux amis. Ravi de te voir, mon pote. Eva m'a tout raconté sur ton petit garage. Petit garage? J'employais 8 personnes et entretenais la moitié des voitures de la ville, mais pour Étienne Moreau, j'étais toujours le gamin pauvre du mauvais côté de la ville.
C'est un atelier de réparation automobile, ai-je corrigé, sans prendre sa main. Et il n'est pas petit. Eva est apparue au coude d'Étienne, sa main touchant brièvement son bras, un geste désinvolte qui m'a glacé le sang. Daniel, ne sois pas impoli. Étienne nous parlait de ses projets d'expansion. Il va ouvrir un deuxième parc automobile. Avec l'argent de qui, ai-je demandé. La question est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. Le sourire d'Étienne a vacillé. Les joues d'Eva ont rougi. Manon nous regardait tour à tour, sentant la tension mais ne la comprenant pas. Eh bien, a repris Étienne, je devrais probablement y aller. Merci pour le dîner, Eva. C'était parfait, comme toujours. Comme toujours? Comme s'il était déjà venu. Comme si c'était une routine. Après son départ, j'ai aidé à débarrasser la table en silence. Manon a disparu à l'étage avec son téléphone, nous laissant seuls, Eva et moi, avec la vaisselle sale et les accusations non dites. Il a l'air à l'aise ici, ai-je finalement dit. C'est un vieil ami. La voix d'Eva était soigneusement neutre. Nous avons travaillé ensemble sur des contrats. C'est tout à fait professionnel. Dans notre cuisine? J'ai pensé que ce serait bien d'avoir de la compagnie pour le dîner. Tu n'es jamais là de toute façon. La voilà. L'accusation enveloppée dans une justification. Je travaillais 60 heures par semaine pour construire la vie qu'elle voulait, et d'une manière ou d'une autre, cela faisait de moi le méchant de son histoire. Je suis là maintenant, ai-je dit. Et toi? Elle s'est tournée pour me faire face, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, du mépris. Quand est-ce que nous avons parlé d'autre chose que des factures et des emplois du temps pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as regardé comme si j'étais plus que la femme qui cuisine tes dîners pour la dernière fois? Les mots ont frappé plus fort que le sac de frappe de Louis, peut-être parce qu'ils n'étaient pas entièrement faux. Quelque part entre la construction d'une entreprise et l'éducation d'une fille, nous avions cessé d'être des amants pour devenir des colocataires. Mais cela n'expliquait pas la façon dont elle avait touché le bras d'Étienne ou la façon dont elle s'était illuminée quand il avait complimenté sa cuisine. Alors, tu invites ton ex-petite amie pour arranger les choses? Ne sois pas ridicule. Mais elle n'a pas pu me regarder dans les yeux en le disant. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Eva respirer à côté de moi, me demandant quand elle avait commencé à me paraître étrangère, me demandant quand j'étais devenu un étranger pour elle, me demandant si Étienne Moreau n'était qu'un symptôme ou la maladie elle-même. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point de le découvrir. Le lendemain matin a apporté des réponses que je ne voulais pas. Ma belle-mère, Jeanne, a appelé pendant que je changeais l'huile de la Peugeot de Madame Dubois. Daniel, nous devons parler. Jeanne n'avait jamais été ma plus grande fan, mais elle avait toujours été juste. Elle était catholique de la vieille école, croyait aux vœux de mariage et à la nécessité de garder les affaires de famille privées. Si elle m'appelait, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. Qu'est-ce qui te préoccupe, Jeanne? C'est à propos d'Eva, sa voix était tendue de désapprobation. Et de ce garçon Moreau. Ma clé a glissé, m'écorchant les jointures à vif. Qu'y a-t-il à leur sujet? Elle l'invite quand tu travailles tard. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, qu'elle avait un mari qui méritait mieux. Elle a juste ri et a dit, tu ne comprendrais pas. Le carter d'huile de la Peugeot est devenu flou devant moi. Depuis combien de temps? 3 mois, peut-être plus. Daniel, je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'espérais qu'elle retrouverait la raison. 3 mois. Pendant que je travaillais tard pour économiser pour les études de Manon, ma femme jouait à la dinette avec son petit ami du lycée. Pendant que je me demandais pourquoi elle semblait distante, elle se rapprochait de quelqu'un d'autre. Jeanne, ai-je dit, j'ai besoin que tu me rendes un service. N'importe quoi. La prochaine fois qu'elle te parle d'un de ses dîners, fais-le-moi savoir. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Je devais monter à Paris pour une course de pièces, un voyage de 2 jours que je planifiais depuis des semaines. La veille de mon départ, Jeanne a appelé. Elle prépare quelque chose pour demain soir. Un dîner de famille, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle avait une nouvelle importante à annoncer. Une nouvelle importante. Mon estomac a coulé comme une pierre en eau profonde. Qui est invité? Les 2 familles. Tes parents, moi, Manon, et ce garçon Moreau.
Elle avait l'air très excitée à ce sujet. Je me suis assis dans mon camion devant la maison, regardant Eva par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle se préparait pour ce que je comprenais maintenant être destiné à être mon exécution. Elle préparait à nouveau son fameux bœuf bourguignon, mettait la belle vaisselle, arrangeait des fleurs comme si c'était une célébration. Peut-être que pour elle, ça l'était. J'ai appelé mon contremaître et lui ai dit de s'occuper de la course à Paris sans moi. Puis j'ai rappelé Jeanne. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi au dîner de demain soir. Quel genre de chose? Le genre qui pourrait sauver mon mariage ou y mettre fin. Le soir suivant, je me suis garé à 3 pâtés de maison et j'ai traversé le jardin des voisins pour atteindre ma propre fenêtre de cuisine. 20 ans plus tôt, je me serais senti ridicule, rôdant autour de ma propre propriété. Maintenant, cela semblait nécessaire. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma femme orchestrer ce qu'elle pensait clairement être le dîner le plus important de sa vie. Elle avait mis les petits plats dans les grands, serviettes en tissu, verres à vin, même des bougies. La belle argenterie qui n'apparaissait habituellement qu'à Noël brillait sous le lustre de la salle à manger. Étienne est arrivé le premier, apportant des fleurs et une bouteille de vin comme s'il lui faisait la cour, ce qui, ai-je réalisé avec une torsion douloureuse dans l'estomac, était probablement le cas. Il lui a embrassé la joue, s'attardant juste une seconde de trop, et lui a tendu une petite boîte emballée. Un cadeau pour ma femme dans ma maison. Mes parents sont arrivés ensuite, l'air confus mais heureux d'être inclus dans ce qu'ils supposaient être une réunion de famille normale. Papa portait son beau costume, celui qu'il gardait pour l'église et les enterrements. Maman portait sa fameuse tarte aux pommes, la recette qu'elle n'avait jamais partagée avec personne, pas même Eva. Jeanne est venue en dernier, et je pouvais voir la tension dans ses épaules alors qu'elle serrait sa fille dans ses bras. Elle savait ce qui allait arriver, même si elle ne savait pas exactement comment je prévoyais de gérer la situation. Manon voletait autour de la table comme un papillon, clairement excitée de faire partie de ce drame d'adulte qui se déroulait. À 16 ans, elle pensait comprendre le monde. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle pouvait avoir tort. J'ai attendu qu'ils soient tous assis, qu'Eva se lève avec son verre de vin levé, jusqu'au moment où elle a ouvert la bouche pour détruire ma vie. Puis je suis entré par la porte d'entrée. Désolé d'être en retard, ai-je annoncé, entrant dans la salle à manger comme si j'y avais ma place, ce qui était le cas. La circulation était un cauchemar en revenant de Paris. Le silence qui a suivi était si total que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Le verre de vin d'Eva s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette d'Étienne a cliqueté contre son assiette. Mes parents avaient l'air confus. Manon avait l'air agacée. Seule Jeanne a souri. Daniel, maman a été la première à se ressaisir, toujours la pacificatrice. Nous pensions que tu étais hors de la ville. Changement de programme. J'ai tiré la chaise vide à côté de mon père, celle qu'Eva n'avait pas mise parce qu'elle pensait que je ne serais pas là pour l'utiliser. Ne me laissez pas interrompre. Eva, tu avais l'air d'avoir quelque chose d'important à dire. Le visage de ma femme était passé du pâle au rouge, puis de nouveau au pâle. Elle a reposé son verre de vin avec des mains tremblantes. Nous passions juste un agréable dîner de famille avec Étienne. J'ai fait un signe de tête vers son amour de lycée, qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Quelle attention! Bien que je doive dire, il est intéressant que l'annulation de mon voyage d'affaires soit une telle surprise. Habituellement, les époux savent quand leur mari rentre à la maison. Tu n'as pas appelé, a dit faiblement Eva. Toi non plus, à propos de beaucoup de choses apparemment. Papa s'est éclairci la gorge. Peut-être que nous devrions rester, ai-je dit fermement. S'il vous plaît. Eva a clairement quelque chose qu'elle veut partager avec la famille. N'est-ce pas, chérie? Le terme affectueux dégoulinait de sarcasme. Eva a tressailli comme si je l'avais giflé. Jeanne a choisi ce moment pour intervenir. En fait, Eva, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je pense qu'il y a quelque chose que ton mari devrait savoir. Maman, s'il te plaît. Non. La voix de Jeanne portait l'autorité d'une femme qui avait élevé 5 enfants et enterré un mari. Daniel mérite la vérité. Nous la méritons tous. Elle s'est tournée vers moi, son expression un mélange de sympathie et de détermination. Ta femme a invité Étienne ici régulièrement pendant que tu travaillais. Elle m'a dit qu'elle prévoyait d'utiliser le dîner de ce soir pour annoncer qu'elle te quittait.
Les mots sont tombés sur la table comme une bombe. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Le visage de papa est devenu dur comme du granit. La bouche de Manon s'est ouverte. Étienne avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître. Eva avait l'air de vouloir assassiner sa mère. Ce n'est pas je n'ai jamais dit, a-t-elle balbutié. Tu as dit que Daniel était ennuyeux, a poursuivi Jeanne sans relâche. Tu as dit qu'il travaillait trop et ne t'appréciait pas. Tu as dit qu'Étienne te faisait te sentir à nouveau vivante, comme au lycée. Tu as dit que tu méritais mieux qu'un mécanicien qui sentait l'huile de moteur. Chaque mot était un coup de poignard. Je sentais les yeux de mes parents sur moi, voyais la pitié sur leur visage, et quelque chose en moi s'est durci comme de l'acier. Un mécanicien, ai-je répété lentement. C'est ce que je suis pour toi. Après 15 ans de mariage, après avoir bâti une entreprise qui soutient cette famille, après avoir travaillé 60 heures par semaine pour que tu puisses avoir cette maison et que Manon puisse avoir tout ce qu'elle voulait. Je ne suis qu'un mécanicien qui sent l'huile de moteur. Daniel, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je me suis levé, ma chaise raclant contre le parquet que j'avais refini de mes propres mains. Quand tu planifiais ce petit dîner pour m'humilier devant nos deux familles, que voulais-tu dire exactement? Étienne a finalement retrouvé sa voix. Écoute, Daniel, peut-être que nous devrions en parler en privé. En privé? J'ai ri, et cela sonnait amer même à mes propres oreilles. Comme toi et ma femme parlaient en privé depuis 3 mois? Comme les conversations privées que vous aviez dans ma cuisine pendant que je travaillais tard pour payer la nourriture que vous mangiez? Ce n'est pas comme ça, a dit Eva désespérément. Nous sommes juste amis. Nous rattrapions juste le temps perdu. Amis? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos que j'avais prises 2 nuits auparavant. C'est ce que vous appelez de l'amitié? Je leur ai montré la photo d'Eva et Étienne s'embrassant sur le parking du relais de la rivière. Puis celle d'eux entrant dans la chambre 237. Puis celle d'eux sortant 2 heures plus tard, ses cheveux en désordre et sa chemise froissée. Le silence était assourdissant. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Les mains de papa se sont serrées en poing. Manon fixait le téléphone comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. Où as-tu eu ça? A chuchoté Eva. Je t'ai suivi mardi soir quand tu as dit que tu travaillais tard sur une grosse affaire. Imagine ma surprise quand ta grosse affaire s'est avérée être la fermeture éclair d'Étienne Moreau. Daniel, a haleté maman. Désolé, maman, mais je pense que nous avons dépassé le stade de nous inquiéter du langage, tu ne crois pas? J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé autour de la table. Alors, voici ce qui va se passer. Eva, tu veux sortir de ce mariage? Très bien. Tu peux avoir ton divorce. Mais tu n'auras pas la maison. Tu n'auras pas de pension alimentaire. Et tu ne vas certainement pas jouer la victime. Tu ne peux pas simplement, je peux et je le ferai. Tu vois, pendant que tu jouais à la dinette avec ton petit ami, je parlais à un avocat. Un bon. Meilleur que n'importe qui au cabinet Bernard et Associés, je parie. Il s'avère que l'adultère a encore une signification dans ce pays, surtout quand on a des preuves photographiques. Étienne s'est levé brusquement. Je devrais y aller. Assieds-toi, ai-je dit doucement. Le ton l'a fait se figer. Tu voulais faire partie de ce dîner de famille. Tu vas rester pour le dessert. Daniel, s'il te plaît, a de nouveau essayé Eva. Ne pouvons-nous pas discuter de cela raisonnablement? Raisonnablement? J'ai ri à nouveau. Tu prévois de me tendre une embuscade lors d'un dîner de famille, de m'humilier devant mes parents, et de détruire notre mariage pour un homme qui a été marié 3 fois et qui a plus de dettes que d'actifs. Mais bien sûr, soyons raisonnables. Je me suis tourné vers Étienne, qui transpirait malgré la climatisation. Dis-moi, Étienne, qu'est-ce que tu vois exactement chez ma femme? Est-ce sa personnalité pétillante, ou le fait qu'elle vient avec une maison et une entreprise qui pourrait t'aider à sortir de tes problèmes financiers? Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? Moreau Automobile a 3 mois de retard sur le loyer de son parc. Tu dois 180 000 € à la banque, et ta cote de crédit est en dessous de tout. Mais Eva ne le sait pas, n'est-ce pas? Elle pense que tu as réussi. La couleur a quitté le visage d'Étienne. Comment as-tu, petite ville, grande bouche? Ton banquier joue au poker avec mon comptable.
Incroyable ce que les gens racontent quand ils ont bu quelques bières. J'ai regardé ma femme, j'ai vu la confusion et l'horreur naissante dans ses yeux alors qu'elle réalisait que son chevalier servant montait en fait un cheval saisi. Alors voici le marché, ai-je continué. Étienne, tu vas te lever, sortir de ma maison, et ne plus jamais contacter ma femme. Si je te vois, si j'entends que tu l'as appelée, si tu ne fais que passer en voiture dans ma rue, je m'assurerai que tout le monde en ville sache exactement à quel point tu es fauché. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. Je te fais une promesse. Et Eva? Je me suis tourné vers ma femme, qui pleurait maintenant, le maquillage coulant sur ses joues comme de la pluie noire. Tu veux un divorce? Tu en auras un. Mais tu l'auras selon mes termes, pas les tiens. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Étienne, t'as sorti. Il est parti sans un autre mot, courant pratiquement jusqu'à sa voiture. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il cherchait ses clés, désespéré d'échapper à l'épave de ce que lui et Eva avaient manigancé. Quand je suis retourné dans la salle à manger, ma famille me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Eh bien, ai-je dit, me rasseyant et prenant la purée de pommes de terre. Qui veut parler de la météo? Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Eva avait passé la nuit chez sa mère, emmenant Manon avec elle. La maison semblait différente sans elle. Pas vide, exactement, mais plus propre en quelque sorte, comme une blessure infectée qui avait finalement été drainée. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, là où 12 heures plus tôt ma femme avait prévu de détruire ma vie. Le soleil du matin entrait à flot par les fenêtres que j'avais installées moi-même, illuminant la vie que j'avais construite de mes propres mains, une vie qui avait apparemment si peu de valeur pour la femme avec qui je l'avais partagée. Mon téléphone a sonné. La voix rocailleuse de Louis a traversé ma mélancolie. J'ai entendu dire que tu as eu de l'animation hier soir. Petite ville. Les nouvelles voyageaient plus vite que les rumeurs, et les rumeurs voyageaient à la vitesse de la lumière. Où as-tu entendu ça? Jeanne est passée ce matin. Elle voulait s'assurer que tu allais bien. Elle a dit que tu t'étais plutôt bien débrouillé. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que je viens de faire exploser ma vie. Mon fils, ta vie était déjà explosée. Tu viens seulement de remarquer le cratère. Louis avait raison, comme d'habitude. Le mariage se mourait depuis des mois, peut-être des années. J'avais juste été trop occupé à travailler pour le voir, trop investi dans l'idée de ce que nous avions construit pour remarquer quand les fondations ont commencé à se fissurer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant? Maintenant tu cesses d'être la victime et tu commences à être le méchant. Parfois, c'est le seul rôle qui vaille la peine d'être joué. J'ai passé la matinée au garage, me perdant dans le rythme familier du diagnostic et de la réparation. Les voitures ne vous mentent pas. Elles ne vous trompent pas. Quand quelque chose est cassé, vous pouvez le voir. Le réparer. Le rendre meilleur qu'avant. Vers midi, mon avocat a appelé. Daniel, c'est Thomas Bernard. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant ta situation. Thomas s'était occupé des formalités juridiques quand j'avais acheté le garage. C'était quelqu'un de franc, ce qui, d'après mon expérience, était rare chez les avocats. Donne-moi d'abord la mauvaise nouvelle. Ta femme a engagé le cabinet Bernard et Associés ce matin. Ils vont contester l'angle de l'adultère, prétendre que les photos ont été prises sans consentement, essayer de te faire passer pour un harceleur. Mon estomac s'est noué. Et la bonne nouvelle? Le cabinet Bernard et Associés ne sait pas que j'ai des copies des messages textes de ta femme. Quel message texte? Ce qu'elle a envoyé à Étienne Moreau au cours des 3 derniers mois. Il s'avère que ton forfait téléphonique inclut des sauvegardes de messages pour tous les appareils de la famille. Très pratique pour la facturation. Très peu pratique pour les conjoints infidèles. J'ai senti un sourire se dessiner au coin de ma bouche. À quel point peu pratique? Disons simplement que ta femme a une façon très colorée de décrire ses sentiments pour Monsieur Moreau et ses sentiments à ton égard. J'ai particulièrement apprécié celui où elle t'a traité de perdant ennuyeux qui pense que changer de l'huile est une carrière. Les mots ont piqué, mais ils ont aussi libéré quelque chose en moi. Le dernier vestige de culpabilité que je portais s'est évaporé comme la rosée du matin. Thomas, je veux que tu me rendes un service. Quel genre de service? Le genre qui fait en sorte que tout le monde comprenne exactement à qui ils ont affaire.
Cet après-midi-là, je me suis rendu chez Moreau Automobile. Le parc ressemblait exactement à ce qu'il était, une entreprise en faillite dirigée par un homme qui avait atteint son apogée au lycée. La moitié des voitures étaient là depuis si longtemps qu'elles avaient accumulé de la poussière comme de la fourrure. Le bureau mobile avait besoin d'un coup de peinture, et il manquait 2 lettres à l'enseigne. Étienne était à l'intérieur, au téléphone avec quelqu'un qui n'était clairement pas content de lui. « Je comprends que vous ayez besoin du paiement, mais j'ai besoin de plus de temps, disait-il. Juste 1 mois de plus, peut-être 2. J'ai frappé au cadre de la porte. Il a levé les yeux, m'a vu, et son visage est devenu blanc. Je vous rappelle, a-t-il dit rapidement en raccrochant. Journée difficile, ai-je demandé, entrant sans y être invité. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Je voulais juste voir comment allaient les affaires. On dirait que ça marche très bien. Il a essayé de se gonfler, de retrouver une partie de l'arrogance qu'il avait montrée à ma table. Mes affaires ne te regardent pas. En fait, si. Tu vois, quand tu couches avec ma femme, tes problèmes deviennent mes problèmes. Surtout quand elle prévoit de me quitter pour toi. Je détesterais qu'elle soit déçue en découvrant que son nouveau petit ami ne peut même pas payer ses factures. Sors. Dans 1 minute. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau, me mettant à l'aise. D'abord, je veux m'assurer que nous nous comprenons bien. Tu es fauché. Ton entreprise est en faillite. Tu dois de l'argent à des gens qui n'aiment pas attendre leur paiement. Et ma femme était ton ticket de sortie. Ce n'est pas vrai. Ah non? Allez, Étienne. On se connaît depuis le lycée. Tu as toujours cherché la solution de facilité, le raccourci, l'angle qui te permettrait d'obtenir ce que tu voulais sans avoir à travailler pour. Eva n'était que ton dernier stratagème. Il s'est levé, essayant de me dominer. Du haut de son 1m88, il me dépassait de 8 cm, mais j'avais participé à assez de bagarres pour savoir que la taille ne faisait pas tout. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Alors explique-moi ça. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une capture d'écran de son rapport de crédit. Cette carte de crédit au maximum, 2 privilèges sur l'entreprise, une 2e hypothèque sur ta maison qui est sous l'eau de 35 000 €. Dois-je continuer? Comment as-tu obtenu ça? C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on connaît les bonnes personnes. Ton ex-femme a été très bavarde quand je l'ai appelée ce matin. Il semble qu'elle soit encore amère à propos de la pension alimentaire que tu as cessé de payer il y a 6 mois. Toute sa combativité l'a quitté, comme l'air d'un pneu crevé. Il s'est affalé dans son fauteuil, paraissant plus vieux que ses 42 ans. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je veux que tu cesses de prendre ses appels. Je veux que tu disparaisses de sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Et si je ne le fais pas? Je me suis penché en avant, le laissant voir l'acier dans mes yeux. Alors je m'assure que tout le monde en ville sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. En commençant par tes clients, en passant par tes créanciers, et en terminant par cette gentille vieille dame qui organise la collecte de fonds de l'église que tu as promis de parrainer. Tu bluffes. Vraiment? Tu sais quoi, découvrons-le. Je commencerai par une belle grande pancarte devant mon garage, n'achetez pas de voiture à des tricheurs et des mauvais payeurs. Qu'en penses-tu? Accrocheur? Il m'a regardé fixement pendant un long moment, et j'ai vu l'instant exact où il a réalisé que je n'étais pas le même homme qui avait docilement enduré sa présence à ma table. D'accord, a-t-il dit finalement. Je resterai loin d'Eva. Bon choix. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Oh, et Étienne? Si j'apprends que tu l'as contacté, si j'entends que tu as raconté des histoires sur moi, si tu ne fais que mentionner son nom en public, je m'assurerai que tes créanciers sachent exactement où te trouver. Certains d'entre eux sont mes clients. Ils font confiance à mon jugement. Je l'ai laissé assis dans son bureau en faillite, entouré par l'épave de son dernier stratagème. Cela faisait du bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Manon. Papa, maman veut savoir quand tu vas arrêter d'être fou et nous laisser rentrer à la maison. C'est comme ça qu'elle a appelé ça? De la folie? Elle a dit que tu l'as humilié devant toute la famille. Elle a dit que tu agis comme une personne différente. Peut-être que je suis une personne différente. Peut-être que j'avais besoin de l'être. Je ne comprends pas.
Tu comprendras, ma chérie. Un jour, tu comprendras que parfois les gens que nous aimons nous déçoivent. Et parfois, nous devons décider si nous allons continuer à les laisser faire. Est-ce que toi et maman allez divorcer? La question flottait entre nous comme un pont que je n'étais pas prêt à traverser. Je ne sais pas encore. Mais je sais que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Pourquoi pas? Les gens font des erreurs. Ne peux-tu pas lui pardonner? Certaines erreurs sont trop grandes pour être pardonnées, Manon. Certains choix changent tout. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison vide et je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait. Puis je me suis souvenu du regard sur le visage d'Eva quand elle avait prévu de détruire ma vie devant mes parents. La cruauté désinvolte, le calcul. Louis avait raison. Parfois, le seul rôle qui valait la peine d'être joué était celui du méchant. Je ne faisais que commencer. 3 jours plus tard, Eva est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte d'entrée comme si de rien n'était, comme si elle revenait d'un week-end au lieu de fuir la scène de sa propre tentative d'exécution. « Nous devons parler », a-t-elle dit, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Vraiment ? Je n'ai pas levé les yeux de mon journal. Je pensais que tu avais dit tout ce que tu avais à dire au dîner l'autre soir. Daniel, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons arranger ça. Pour le bien de Manon, si rien d'autre. Pour le bien de Manon? J'ai plié le journal et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Quand avait-elle commencé à porter autant de maquillage? Quand ses sourires étaient-ils devenus si calculés? Tu veux dire pour le bien de la fille que tu étais prête à faire passer par un divorce plutôt que de travailler sur notre mariage? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Tu prévois de me tendre une embuscade lors d'un dîner de famille, de m'humilier devant mes parents, et de t'enfuir avec un vendeur de voitures fauché, mais c'est moi qui ne suis pas juste. Elle s'est assise en face de moi, cherchant ma main. Je l'ai retirée. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. J'étais confuse, prise dans de vieux sentiments. Mais c'est fini maintenant. Étienne et moi, nous ne nous voyons plus. Je sais. Je m'en suis assuré. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu une conversation avec ton petit ami. Je lui ai expliqué la situation. Il a décidé que tu ne valais pas la peine. Tu l'as menacé. Je l'ai informé. Il y a une différence. Elle s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Ce n'est pas toi, Daniel. Tu n'es pas vindicatif. Tu n'es pas cruel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai grandi. Ça m'a pris 42 ans, mais j'ai finalement compris qu'être gentil ne veut pas dire être stupide. Être fidèle ne veut pas dire être aveugle. Et être un bon mari ne veut pas dire être un paillasson. Alors, et maintenant? Tu vas me punir pour toujours? Je ne te punis pas. Je me protège. Il y a une différence. Elle s'est retournée vers moi, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de la femme que j'avais épousée, vulnérable, incertaine, presque jeune à nouveau. Ne pouvons-nous pas réessayer? Aller en thérapie, travailler sur nos problèmes. Quel problème, Eva? Le problème où je travaille trop pour subvenir aux besoins de notre famille? Le problème où je suis trop ennuyeux à ton goût? Le problème où je sens l'huile de moteur parce que je travaille réellement pour gagner ma vie? Je n'ai jamais dit, tu as dit tout ça et plus encore. J'ai les messages textes pour le prouver. Son visage est devenu pâle. Tu as lu mes messages privés? Ils étaient sur le forfait familial. Techniquement, je paie pour eux, donc ce sont aussi mes messages. Tu veux entendre quelques-uns des meilleurs moments? Il y a celui où tu m'as traité de perdant pathétique qui se prend pour une star parce qu'il sait réparer des voitures. Ou celui où tu as dit à Étienne que tu étais coincé avec un homme sans ambition et sans classe. Celui-là était particulièrement charmant. Elle s'est de nouveau affalée sur sa chaise, la combativité l'ayant quittée. Daniel, j'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Pendant 3 mois? Tu as été en colère pendant 3 mois. Je me sentais piégé. Comme si ma vie me filait entre les doigts. Comme si je me contentais de moins que ce que je méritais. Moins que ce que tu méritais, j'ai hoché la tête lentement. Tu sais ce que je pense que tu mérites, Eva?
Je pense que tu mérites exactement ce que tu vas obtenir. Quelque chose dans mon ton l'a fait lever brusquement les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai réfléchi à notre situation, à ce qui vient après, et j'ai une proposition à te faire. Quel genre de proposition? J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et je l'ai fait glisser sur la table. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient 2 jeux de documents, des papiers de divorce et un accord de règlement de propriété. Tu veux sortir de ce mariage? Très bien. Signe-les et tu pourras avoir ta liberté. Mais tu vas la mériter. Elle a parcouru les papiers, son visage devenant plus pâle à chaque page. Ceci te donne tout. La maison, l'entreprise, la garde exclusive de Manon. C'est exact. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de juste? Juste serait de tout diviser 50-50, même si tu n'as rien contribué à la construction de mon entreprise. Juste serait une garde partagée, even though you were willing to destroy your daughter's family for a fling with your high school boyfriend. Juste serait une pension alimentaire, même si tu es parfaitement capable de subvenir à tes besoins. Je me suis penché en avant, la laissant voir l'acier dans mes yeux. Mais je ne me sens pas particulièrement juste en ce moment. Je me sens généreux. Je te donne un choix. Signe ces papiers, pars proprement, et nous dirons à tout le monde que c'était mutuel. Ou bats-toi contre moi au tribunal et laisse toute la ville lire tes messages textes dans le journal. Tu ne ferais pas ça. Essaie pour voir. Elle a fixé les papiers pendant un long moment, et je pouvais voir son esprit travailler, calculer, essayer de trouver un angle, un moyen de tourner cela à son avantage. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Après ça, l'offre expire, et nous ferons ça à la dure. Elle a rassemblé les papiers et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Ce n'est pas fini, Daniel. Si, ça l'est, ai-je dit. Tu ne le sais juste pas encore. Cette nuit-là, j'ai appelé Louis. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle cherche un angle. Il n'y en a pas. Thomas Bernard est bon dans ce qu'il fait. Je sais, mais elle essaiera quand même. C'est sa nature. Tu as l'air différent, mon fils. Plus dur. Peut-être que j'avais besoin d'être plus dur. Peut-être que j'ai été trop tendre pendant trop longtemps. Assure-toi juste de ne pas devenir quelque chose avec lequel tu ne peux pas vivre. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon atelier derrière la maison, entouré par les outils et les projets qui avaient toujours été mon refuge. Des meubles à moitié finis, des pièces de moteur restaurées et les détritus d'un homme qui aimait réparer les choses. Mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines choses étaient brisées au-delà de toute réparation. Le lendemain matin a apporté ma réponse. Pas d'Eva, mais de Thomas Bernard. Elle a engagé un détective privé, m'a-t-il dit. Une agence professionnelle de Paris. Ils fouillent dans tes finances, ton entreprise, à la recherche de tout ce qu'ils peuvent utiliser. Qu'ils fouillent. Je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas la question. La question est qu'elle ne va pas se laisser faire sans se battre. Tu dois être prêt à tout ce qu'ils te lanceront. Que peuvent-ils lancer? Je n'ai jamais triché, jamais menti sur l'argent, jamais rien fait de pire que de travailler trop dur. Parfois, c'est suffisant. Parfois, ils transformeront tes vertus en péché si cela sert leur objectif. Il avait raison. J'avais été naïf de penser qu'Eva accepterait simplement la défaite. Elle planifiait ce divorce depuis des mois, avait probablement des stratégies que je n'avais même pas envisagées. Mais j'avais quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Je n'avais plus rien à perdre. Cet après-midi-là, je me suis rendu au chalet au bord du lac que j'avais acheté et rénové 3 ans auparavant. C'était censé être notre retraite, un endroit où Eva et moi vieillirions ensemble. Au lieu de cela, c'était devenu un autre symbole de rêve qui mourait difficilement. Le chalet se trouvait sur 2 hectares de pins et de bouleaux, surplombant un lac si clair qu'on pouvait voir le fond à 6 mètres de profondeur. Je l'avais reconstruit depuis les fondations, installant une nouvelle plomberie, refaisant l'électricité, ajoutant une cheminée en pierre qui pouvait chauffer tout l'endroit. C'était magnifique. C'était paisible. Et c'était sur le point de devenir la scène de l'acte final de mon mariage.
J'ai passé la soirée à me préparer, installant des caméras à des endroits discrets, testant la connexion Wi-Fi, m'assurant que tout était prêt pour la suite. Puis j'ai appelé Eva. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait d'essayer à nouveau. Vraiment? L'espoir dans sa voix était presque pathétique. Vraiment. Pourquoi ne viendrais-tu pas au chalet ce week-end? Nous pourrons parler sans distraction, déterminer où nous allons à partir d'ici. J'aimerais ça. Dois-je amener Manon? Faisons en sorte que ce soit juste nous pour l'instant. Nous devons régler nos problèmes avant de l'impliquer. D'accord. Samedi après-midi? Parfait. Je préparerai tout. Après avoir raccroché, j'ai appelé Thomas Bernard. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose qui pourrait ne pas être entièrement légal. Daniel, je ne peux pas, écoute juste. Puis dis-moi si tu peux vivre avec. J'ai expliqué mon plan. Thomas est resté silencieux pendant un long moment. Ce n'est pas illégal, a-t-il finalement dit. Contraire à l'éthique, peut-être. Certainement impitoyable. Mais pas illégal. Peux-tu vivre avec? La question est, peux-tu vivre avec? J'ai regardé le lac, l'eau qui reflétait le ciel comme un miroir. Bientôt, elle reflèterait la vérité. Toute la vérité. Ouais, ai-je dit. Je pense que je peux. Samedi est arrivé gris et froid avec le genre de vent d'octobre qui arrache les feuilles des arbres et les faux semblants des gens. Je suis arrivé tôt au chalet, faisant les derniers préparatifs pour ce que je savais être soit une réconciliation, soit un règlement de compte. Je pariais sur le règlement de compte. Eva est arrivée à 15 heures, conduisant la BMW que je l'avais aidée à choisir 2 ans auparavant. Elle s'était habillée avec soin, un jean qui mettait en valeur sa silhouette, un pull qui faisait ressortir ses yeux, un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale. Elle avait l'air d'aller à un rendez-vous. D'une certaine manière, c'était le cas. L'endroit est magnifique, a-t-elle dit, inspectant l'intérieur du chalet. Tu as fait tellement de travail depuis ma dernière visite. C'était il y a 8 mois, à l'époque où elle prétendait encore se soucier de nos rêves communs. Maintenant, elle regardait autour d'elle comme si elle évaluait un bien immobilier. J'ai pensé que nous pourrions parler près du feu, ai-je dit, comme avant. J'aimerais ça. J'ai ouvert une bouteille de vin, son préféré, un Pinot Grigio qui coûtait plus que ce que je dépensais habituellement pour une semaine de course. Elle s'est installée sur le canapé, rentrant ses jambes sous elle comme un chat. Pendant un instant, j'aurais presque pu prétendre que nous étions le couple que nous étions autrefois. Presque. Daniel, je veux que tu saches à quel point je suis désolé, a-t-elle commencé. Pour tout. Pour Étienne, pour les choses que j'ai dites, pour la façon dont j'ai géré nos problèmes. Es-tu désolé? Je veux dire, bien sûr que je le suis. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'étais confuse à propos d'autre chose. Confuse? C'est une façon intéressante de le dire. Elle s'est penchée en avant, sa main trouvant la mienne. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons être plus forts qu'avant. Vraiment? Même après tout ce que tu as dit sur moi, tout ce que tu avais prévu de faire? J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Montre-moi ton téléphone. La demande l'a prise au dépourvu. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi tes messages textes avec Étienne de cette semaine. Daniel, ce n'est pas « montre-les-moi » où cette conversation est terminée. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. J'ai fait défiler ses messages, trouvant ce que je m'attendais à trouver. Ce que j'espérais ne pas trouver, mais que j'attendais quand même. Mardi, Daniel veut se réconcilier. C'est peut-être ma chance d'obtenir un meilleur arrangement. Mercredi, il m'emmène au chalet. Si je joue bien mes cartes, je n'aurai peut-être pas besoin d'un avocat. Jeudi, souhaite-moi bonne chance. D'ici dimanche, soit je retrouverai mon ancienne vie, soit j'aurai un bien meilleur accord de divorce. Je lui ai rendu le téléphone. Toujours confuse. Son visage était devenu pâle, mais elle a essayé de se reprendre. Daniel, tu ne comprends pas. J'étais juste quoi?
Juste en train de planifier de me manipuler une fois de plus? Juste en train d'essayer de trouver comment obtenir le plus d'argent de notre divorce? Juste en train de jouer l'épouse aimante assez longtemps pour améliorer ta position de négociation? Ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce, Eva? Explique-moi. Elle s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le lac. Tu veux la vérité? Très bien. La vérité, c'est que j'ai 40 ans et j'ai l'impression que ma vie est finie. La vérité, c'est que je t'ai épousé quand j'avais 25 ans et que je ne savais pas ce que je voulais. La vérité, c'est que j'ai passé 15 ans à regarder d'autres femmes épouser des médecins, des avocats et des hommes d'affaires pendant que je me retrouvais avec un mécanicien. La voilà. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. La vraie vérité. Pas que tu étais confuse ou en colère ou que tu traversais une phase. Tu penses que tu t'es marié au-dessous de ta condition. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. C'est écrit sur ton visage depuis des années. Chaque fois que quelqu'un demande ce que fait ton mari dans la vie. Chaque fois que nous allons à une de tes fêtes de bureau et que je suis le seul gars sans diplôme universitaire. Chaque fois que tu me présentes comme, Daniel, il possède un garage. Tu es ridicule. Vraiment? Dis-moi quelque chose, Eva. Quand tu planifiais ta nouvelle vie avec Étienne, as-tu pris la peine de vérifier son rapport de crédit? As-tu fait des recherches sur son entreprise? As-tu fait la moindre recherche, ou étais-tu simplement si désespéré de monter en gamme que tu t'en fichais? De quoi parles-tu? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé, rempli de documents que j'avais rassemblés au cours de la semaine écoulée. Étienne Moreau est fauché. Pire que fauché. Il est noyé sous les dettes. Son entreprise est en faillite, sa maison est hypothéquée jusqu'au cou, et il doit de l'argent à des gens très peu recommandables. Elle a pris le dossier avec des mains tremblantes, parcourant les papiers à l'intérieur. À chaque page, son visage devenait plus pâle. Ça ne peut pas être vrai. Tout est vrai. Rapport de crédit, relevé bancaire, documents judiciaires. Ton chevalier servant monte un cheval saisi. Comment as-tu obtenu tout ça? C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on essaie vraiment. Quelque chose que tu aurais pu envisager avant de décider de faire exploser notre mariage pour lui. Elle s'est de nouveau affalée sur le canapé, le dossier éparpillé autour d'elle comme les morceaux de ses rêves brisés. Il m'a dit qu'il avait réussi. Il a dit qu'il développait son entreprise. Il a menti. Tout comme tu m'as menti. Tout comme tu te mens à toi-même. Qu'est-ce que tu veux de moi, Daniel? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu signes les papiers de divorce. Et si je ne le fais pas? Je me suis approché de la cheminée où j'avais installé un ordinateur portable. En quelques frappes, j'ai affiché un fichier vidéo. Alors tout le monde pourra voir ça. La vidéo montrait Eva et Étienne dans une chambre de motel, aussi claire que le jour, avec le son et tout. Elle a fixé l'écran, son visage se vidant de toute couleur. Tu nous as enregistrés? J'ai documenté ton adultère, ai-je dit. La caméra était sur une propriété publique. Pas de rideau. Mon avocat a tout confirmé. Elle a chuchoté que je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Je lui ai dit qu'elle avait raison. L'homme qu'elle avait épousé était assez naïf pour lui faire confiance, assez stupide pour croire ses mensonges, et assez faible pour la laisser lui marcher dessus. Cet homme avait disparu. Elle l'a tué quand elle a choisi un vendeur de voitures fauché plutôt que 15 ans de mariage et a essayé de m'humilier devant mes propres parents. J'ai fait glisser les papiers de divorce vers elle. Si tu signes, la vidéo et toutes les preuves disparaissent. Tu repars à zéro. Si tu ne le fais pas, tout le monde voit ça. Ton patron, tes collègues, tes amis, notre fille. Avec des mains tremblantes, elle a signé. Le mascara coulait sur ses joues, mais je ne ressentais rien. Pas de haine, pas d'amour, juste un calme vide. Elle a demandé quoi dire à Manon. Je lui ai dit de dire la vérité qu'elle s'était choisie elle-même plutôt que sa famille. Et les choix ont des conséquences. Plus tard, j'ai brûlé les brouillons des papiers dans la cheminée. Les vraies copies étaient en sécurité avec mon avocat. Je voulais juste que les fantômes disparaissent. 15 ans de mariage réduits en cendres en quelques minutes, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais au chaud. Des semaines plus tard, Manon est venue au garage.
Elle a dit que tout le monde à l'école parlait de sa mère et de Monsieur Moreau. Elle m'a demandé si je détestais Eva. Je lui ai dit que non. La haine demandait trop d'énergie. J'étais juste déçu, et je préférais dépenser mon énergie pour elle, pour mon travail, pour la reconstruction. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi pour m'être enfin affirmé. Alors que je retournais à la restauration d'une Mustang de 67 abîmée, j'ai réalisé que c'était ma vie maintenant, prendre quelque chose de cassé et le rendre à nouveau solide. J'avais 42 ans, divorcé, je recommençais à zéro.